Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une petite vidéo pour vous montrer un nouveau truc que j'ai dans ma collection. Il s'agit d'un, supposément, parce que ça a plusieurs noms, ces trucs-là, il s'agit d'un e-box 3350 DX2-AP. Donc, en gros, ce que c'est qu'il s'agit d'un CPU Vortex 86 DX2 qui va à 933 MHz. Et ça, ce processeur-là, c'est basé sur un 486 qui est un peu aussi un 586, mais c'est pas un design d'Intel, c'est basé sur à la base sur une puce 6. Et je vais vous montrer qui démarre. Et vous allez voir, vous ne voyez pas le PC. Donc je vais le laisser démarrer et je vais vous montrer où est le PC après. Donc on a un BIOS AMI, tout ce qu'il y a de plus standard. Et donc on va passer ça, voilà. Ça démarre MS-DOS. Et voilà, donc c'est chargé. Donc, mais où est l'ordi? Eh bien, l'ordi est attaché en vis-a-monte derrière l'écran. Donc, ce qui fait que, voilà, il n'y a pas l'ordi qui est dans les jambes. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, cette machine-là, comme vous pouvez voir, est dans un bon petit boîtier très solide en aluminium avec des vis pour maintenir le tout ensemble. Donc, il y a voilà, il n'y a aucun problème de solidité avec ce boîtier-là. C'est du VGA. On a un port USB à l'arrière, port Ethernet, c'est du 100 Mbps ou 10 Mbps. Et c'est alimenté en micro USB-B. Donc voilà, le bon vieux connecteur qu'il y a eu sur les téléphones cellulaires pendant près de 10 ans. Et de l'autre côté, ici on a le lecteur de carte SD qui est là. Donc le disque dur, c'est sur une carte SD. Il n'y a pas de port IDE accessible ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez avoir du stockage, ça va être soit sur USB, soit sur la carte SD. Il s'agit d'un lecteur de carte SD SDHC, donc vous allez pouvoir utiliser des cartes jusqu'à 32 gigaoctets, je crois que la limite de ce standard-là. Donc vous allez avoir de la marge pour faire ce que vous voulez. Ceci dit, pour ce qui est du support, c'est basiquement MS-DOS et Windows XP. Parce que Windows 98 va fonctionner, mais j'ai pas réussi à trouver de pilote pour. Donc, voilà. Je suis pas capable de faire fonctionner Windows 98 sur cette machine, à moins d'utiliser tous les pilotes de base Microsoft, mais voilà, aussi bien pas utiliser l'ordinateur quand on a que ça. Ah, et j'oublie, on a ici deux jacks, un pour une entrée audio et l'autre pour la sortie audio. Bien entendu, la carte son n'a pas de pilote non plus pour Windows 98, ni pour MS-DOS, mais il y a un petit truc qu'on peut utiliser pour avoir la compatibilité d'une Sound Blaster Pro. Donc, je vais vous montrer ça après. Et ici, on a une petite diode pour nous dire que l'ordinateur est alimenté. Il n'y a aucune diode pour nous dire quand le lecteur de carte SD est accédé ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ah, et un dernier truc sur le port USB ici à l'arrière. Il est très très proche du connecteur VGA, donc vous ne serez pas capable vraiment d'y mettre la majorité des périphériques USB. Mon seul périphérique, où est-il? Mes deux seuls périphériques USB que j'ai qui vont rentrer, c'est ce genre de clé USB là,
Vous pouvez voir les clés USB vraiment très fines. Et à l'envers, voilà, si je le mets à l'endroit, ça irait mieux. Et voilà, vous pouvez voir, ça rentre, mais n'importe quoi d'autre ne rentre pas. Donc, assurez-vous que vous avez ce qu'il faut. Donc, pour cette vidéo, c'est plus une vidéo de présentation de la machine. Je ferai une autre vidéo probablement pour montrer comment installer MS-DOS et Windows 3.1 sur cette machine. Mais là, je vais vous montrer quelques trucs. Premièrement, je vais brancher une paire d'écouteurs sur la sortie audio. Ensuite, je vais lancer un petit batch que j'ai fait, donc SB. Et vous pouvez voir qu'on utilise SBMU pour faire de l'émulation de Sound Blaster. Donc, on va... je vais juste m'assurer que tout a bien fonctionné. Oui, voilà, Sound Blaster Pro Emulation Enabled. Et donc là, on va s'en aller dans le répertoire Duke 3D. Et on va lancer Duke Nukem 3D. Je vais vous faire un peu écouter le bruit. Donc, Duke 3D. Donc, comme vous pouvez l'entendre, le tout fonctionne. Donc, on a de l'émulation de Sound Blaster Pro sur les jeux MS-DOS. Donc, voilà, on va quitter. Vous pouvez voir, le jeu tourne très bien. Je vais vous montrer, en fait, à quelle vitesse ça tourne. Donc, si vous ne le savez pas, pour afficher le nombre de FPS dans le jeu Duke Nukem 3D, vous tapez simplement DNRATE et il s'affiche ici. Et là, sur le toit, le jeu tourne à 80, 77, 76, dans ces eaux-là, FPS. Et, voilà. Je vais en profiter pour vous montrer un peu le BIOS tant qu'à y être. Donc, ça ici, voilà, le BIOS AMI. Étrangement, celui-ci, au lieu d'être en couleur, est en noir et blanc, peut-être pour un mode compatibilité pour les... parce que ça, c'est un ordinateur qui est fait pour être un thin client, mais aussi pour être utilisé dans des industries et tout ça. Donc, probablement pour garder la compatibilité avec les moniteurs monochrome, ils ont probablement fait ça comme ça. Donc, CPU configuration. Donc, on a le main. On peut placer le temps et la date. Puis ça nous affiche aussi la vitesse du processeur. Donc lui, il va à 933 MHz et on a 504 mégaoctets de mémoire accessible. L'autre partie étant utilisée par la puce graphique. Et cette mémoire-là, c'est de la DDR2, je crois. Elle va à 366 MHz. On a de la configuration dans le CPU. On peut avoir plus de détails sur le processeur lui-même, donc 933 MHz, 32 kHz de cache L1 et 256 kHz de cache L2. On peut activer ou désactiver la cache L1 ou L2. Changer si la cache L2 est en write through ou write back. On peut changer la taille du fetch du cache L2 pour 4 D-word ou 8 D-word. On peut changer le ratio du processeur. Donc, on peut le diviser de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16 ou 32.
Quand on le divise par 32, ça va à environ 30 MHz. Donc vraiment, vous tombez en mode compatibilité équivalent à un 486 DX2. Donc vraiment, vous avez beaucoup de compatibilité, beaucoup de marge pour la compatibilité. On a des options pour l'IDE, voilà. Ça, j'y reviendrai peut-être plus en détail dans la vidéo d'explication pour installer tous les trucs. On a des options d'USB. Donc, on peut activer ou désactiver l'USB, changer le Legacy USB Support, changer le mode du contrôleur, avoir le HCI. Ça, je crois que c'est l'option qui permet d'avoir un disque dur en USB puis que MS-DOS puisse le détecter en disque dur et avoir les USB beep message. Ça, je sais pas trop ce que ça fait. Mais on peut voir ici les trucs qui sont détectés. On peut voir on a un clavier et une souris. Ça, c'est converti en interne en PS2 de ce que j'ai compris. Donc MS-DOS les voit comme si c'était du PS2. Donc il n'y a aucun problème de compatibilité avec cet OS-là de ce point de vue-là. La CPI, donc là vu que j'ai MS-DOS, la CPI est désactivée, mais vous pouvez l'activer, choisir la version 2, 3 ou 4, mais comme j'ai dit, moi j'en ai pas de besoin, c'est MS-DOS. Le Remote Access Configuration, je sais pas ce que ça fait. On a ici les options qui ont rapport avec le Plug and Play PCI. On peut clear la NVRAM, donc voilà, l'effacer. On peut dire si c'est un OS Plug and Play, donc là c'est MS-DOS, il n'est pas Plug and Play, donc il est sur No. Le timer de latence du PCI, donc moi il est au plus bas. Il faudrait que je regarde si je gagne en performance en changeant ça. On peut donner une IRQ au VGA, ce que j'ai fait, parce que je crois que cette option-là, avec le palette snooping, si c'est pas désactivé, Windows 3.1 fonctionne pas. Faudrait que je réessaie pour en être sûr, mais voilà. On peut s'occuper des IRQ, des DMA channels, donc dire s'ils sont disponibles ou pas, dire s'ils sont réservés, voilà. Donc, ça c'est pour cette partie-ci. On a les boot setting configuration. Donc, on peut activer ou désactiver le démarrage rapide, le démarrage silencieux, activer ou désactiver le numlock au démarrage, avoir le support pour la souris PS2, donc ça c'est ici. Et le beep function, je crois qu'il n'y a pas de haut-parleur PC dans cette machine-là, donc elle ne bip pas et voilà, elle ne fait rien. Voilà. Et ici, ça nous affiche les disques qui sont détectés. Le BIOS supporte à peu près tout ce qui est en USB, qui est un disque. Donc, vous pouvez brancher un disque dur en USB, une clé USB, un lecteur CD en USB, un lecteur de disquette en USB. Tout ça va être détecté et fonctionnel. Et MS-DOS va les voir de façon appropriée. Le lecteur de disquette va être vu comme un lecteur de disquette. Le lecteur CD, lui, sera probablement vu comme un disque dur. Donc, voilà, ça c'est un petit truc par contre qui est dérangeant. Le disque dur, lui, va être vu comme un disque dur et la clé USB, elle va être vue aussi comme un disque dur. Pour ce qui est du chipset, on a des options pour le Northbridge. On peut changer les timings de la RAM, mais ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Ben, je pourrais y toucher. Vous pouvez voir ici, on a tout ça. Je vais essayer peut-être à un moment donné de bidouiller ça pour voir ce que ça donne, mais le truc c'est que on peut pas reset le BIOS facilement. Donc, j'ai pas trop envie de changer les timings de la RAM pour que le BIOS veuille plus démarrer, parce que pour effacer le BIOS, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut court-circuiter la pile du BIOS pendant, je crois, c'est 5 ou 10 secondes. Et quand vous faites ça, ben, court-circuiter la pile, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de tension qui se rend au module qui est dans le CPU, en gros, là, au module qui s'occupe du BIOS. Donc, ça lui fait oublier sa mémoire interne, donc les paramètres retournent par défaut. Mais voilà, donc si ça, je rate ça, j'ai pas trop envie de devoir refaire cette technique-là.
On a le VGA Configuration, on peut activer ou désactiver le NB VGA, ça je sais pas c'est quoi NB. La mémoire partagée, on peut activer et désactiver la mémoire et lui donner jusqu'à 64 MO. Moi je lui donne 8 mégaoctets parce que bah, voilà, c'est plus que suffisant. Le Synchronous Display, ça non plus je sais pas ce que c'est. Le Boot Display Device, on peut choisir, mais vu qu'il n'y a que du VGA, ben, je le laisse sur CRT. Voilà. Le Southbridge Configuration, on peut envoyer les options du poste sur le port COM 1, mais il n'y a pas de port COM sur cette machine-là, comme vous l'avez vu. Donc ça c'est désactivé, ça donne rien. On peut activer ou désactiver l'audio. S'occuper des ports série, mais comme j'ai dit, techniquement il y a des ports série, mais c'est parce qu'il faut souder le port sur le PCB et tout, donc je vais pas faire ça. On a un watchdog. En fait, on en a deux. Je sais pas trop e-watchdog quoi, donc ils sont désactivés, puis de toute façon, c'est pas très grave. Dans le pire des cas, on peut juste débrancher et rebrancher l'ordinateur et il va redémarrer s'il plante. Donc voilà. On a la configuration pour le LAN. Donc, on a l'adresse MAC et le LAN boot. Donc l'adresse MAC, ben, vous lui donnez l'adresse et voilà. Donc disable parce que j'en ai pas de besoin. Ça c'était pour le Southbridge. On a la security, on peut mettre un mot de passe. Ça je vais pas le faire parce que ben voilà. L'ordinateur est venu avec un mot de passe. Il a fallu que je court-circuite la pile pour me débarrasser du mot de passe. Donc je vais pas en remettre un. Parce que si jamais je l'oublie, ben voilà. Et ici, ben, c'est le exit. On peut sauvegarder, rejeter les changements et quitter, rejeter les changements, charger le défaut optimal, charger le défaut pour le plus sécuritaire possible. On peut charger des défauts, un défaut custom et ben, je crois que ça fait pas mal le tour. Oui, on revient au main. Donc voilà, ça c'était pour le BIOS. Voilà. On démarre MS-DOS. Je vais retourner. Ah oui, voilà pourquoi j'avais perdu des pointages pour le benchmark. Donc, CD bench slash 3D bench 2. Et si je le refais 3D bench 2, là je devrais avoir mon 130. Et voilà. Ça, c'est ce à quoi je m'attendais. On va faire cd slash top bench. Voilà. Et on peut voir ici qu'on a un résultat de 433, ce qui est quand même pas trop mal. C'est équivalent à peu près en mode MS-DOS à un Athlon 4400+, qui va à 2,2 GHz, mais ça c'est parce que ces CPU-là étaient plus autant optimisés pour le code 16 bits. C'est pour ça qu'on a un résultat équivalent à un processeur aussi rapide en fait. Voilà, ça c'était pour ce test-là. Donc, quel autre que j'ai? Ah, on a LM Landmark 6.0, donc LM60, LM60. Et on a tellement bon résultat qu'il faut voilà. Donc, c'est équivalent à un processeur, ben, un AT très rapide. Donc, ça nous dit ici 6,7 GHz et 4,2 GHz. C'est tellement énorme que l'affichage affiche pas le quatrième chiffre, tellement que c'est élevé. Donc ça c'est pour ce test-là. Quel autre test que j'ai? PCP Bench, j'arrive pas à le faire fonctionner. Et on a Speed 6.
Speed 6. Voilà. Donc lui, je vais le laisser tourner parce que il est un peu lent pour tester la mémoire. Il y a quand même 512 mégaoctets de mémoire, donc voilà, c'est un peu normal que ce soit long. Donc je vais mettre ça sur pause et je vais reprendre quand ce sera terminé. Bien, donc le test est terminé. On a un memory bandwidth de 1 gigaoctet seconde, ce qui est assez élevé. La mémoire vidéo va à 15 MO secondes, ce qui est un peu lent, ça. Le processeur pour ce test-ci est plus rapide est presque aussi rapide qu'un Pentium 2 à 233 MHz, mais on est plus proche d'un P6200 que du Pentium 2, mais c'est pas très grave. Ça reste quand même un excellent résultat pour une machine qui permet de faire du MS-DOS et qui coûte pas 500$, parce que les prix des ordinateurs de cette puissance-là sur eBay ont explosé en prix depuis la pandémie, donc c'est pas mal minimum 300$ pour avoir une machine de ce genre-là, tandis que cette machine-là m'a coûté que 100$, ce qui est assez bas comparativement à ce qui se vend d'habitude, mais vous pouvez en acheter d'autres en des Thin Client, que je crois que le HPT 5570, quelque chose du genre, fonctionne très bien sur MS-DOS et avec Windows 98. Donc voilà, il y a des alternatives. Il suffit de regarder, et ça, c'en est une, mais ça m'a coûté quand même beaucoup moins cher que de devoir payer les prix pour des vrais ordinateurs complets sur eBay. Donc voilà. La cache L1 va à près de 1 gigaoctet seconde. La mémoire à plus de 600 mégaoctets seconde. Et voilà, vous voyez ici ce que donne l'exultat pour le MMX, parce que ce processeur-là supporte le MMX. Et puis, voilà. Je crois que c'était le dernier test. Oui, c'est le dernier test. On va lancer Windows. Donc, Win. Oh. Ah oui, c'est vrai. On va redémarrer. Donc, pour ce qui est de Windows, il n'y a pas de pilote pour la partie graphique ni pour la partie son. Donc, voilà. Ceci dit, il y a un pilote pour le VESA. Donc, j'ai Windows 3.1 en 1024 par 768 sur l'affichage grâce au pilote VESA, qui est un pilote facilement trouvable sur Internet. Il faut juste le patcher, je crois, pour qu'il soit vraiment 100% compatible avec tous les trucs VESA. Mais voilà, comme vous pouvez voir, on est sur Windows 3.1. La souris fonctionne, il y a zéro problème. Gestionnaire de fichiers, vous pouvez voir ici, hop, on a le lecteur C. Et là, vu qu'il n'y a rien d'autre de branché, là, il n'y a rien qui s'affiche. Et redémarrer l'ordi, comme ça, vous allez voir que le BIOS fait abstraction et le convertit en un simple disque accessible comme un disque dur aux yeux de MS-DOS. Donc, on peut voir ici le storage device est détecté dans les USB. Ah merde, j'ai oublié. Oui. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, il faut, quand on branche d'autres trucs en USB, il faut basiquement lui dire sur lequel démarrer. Parce que si vous voulez démarrer sur l'USB, si vous voulez démarrer sur la carte SD, mais qu'il y a un USB de branché, le BIOS va essayer de démarrer sur l'USB. Donc là, voilà. C'est démarré. On va aller dans Windows 3.1. Et je vais vous montrer le gestionnaire. Pas le gestionnaire, mais le... Comment ça s'appelle déjà? On va voir que ça soit démarré. Les mots J'en perds mon français aujourd'hui. Voilà, gestionnaire de fichiers, voilà.
Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va les mettre en mosaïque. Et ici, si je clique sur D, vous pouvez voir, j'ai mes trucs. Donc, comme par exemple, Qt M pour Qt Mouse, Duke 3D, Floppy. Donc, c'est à partir de cette clé USB-là que je transfère mes trucs. Mais vous pouvez tout simplement brancher votre carte SD dans votre lecteur de carte SD. Et vous allez pouvoir y avoir accès. Moi, je fais ça avec une clé USB parce que mon lecteur de carte SD est tellement vieux qu'il ne supporte pas les cartes SDHC. Donc, il faut que je fasse cette technique-là, mais cette technique-là fonctionne très bien. Donc, voilà. On va quitter Windows et je crois que c'est tout. J'aimerais vous montrer un test pour Windows 3.1 pour voir la puissance pour le benchmark sur Windows 3.1, mais je crois que je vais mettre ça pour une autre vidéo. Donc, ben voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de ce processeur Vortex 86 DX2. Il y a d'autres modèles, il y en a des plus vieux, il y en a des plus récents, comme le DX3 par exemple, qui lui est un double cœur. Et il y a aussi le DX qui lui est plus vieux et a une vitesse beaucoup plus lente. Peut-être que j'en achèterai d'autres au fil du temps que j'en trouve des pas chers, mais ça c'est pas une priorité très haute dans ma liste pour le moment. Vu que j'ai celui-ci, il est très petit, il fait très bien derrière cet écran, donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.